bonjour à tous. Bonjour, Rokaya. Hello, Stéphane, Bonjour. hello Ahmed. En tout cas, ravi de vous avoir aujourd'hui pour ce premier webinaire depuis un petit moment déjà, sur le thème crucial qui est la construction d'une start-up tech réussie et surtout, quelles sont les erreurs à éviter dès le départ. Donc, moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Rokia Silla, je suis General Manager chez TechAfrique. Donc, TechAfrique, on est une agence de développement de logiciels et on accompagne essentiellement des startups tech africaines dans le développement de leurs solutions. Et du coup, j'aurai le plaisir de pouvoir animer en tout cas cette conversation avec, pour l'instant, nos 12 invités. Il en manque un troisième qui, j'espère, va pouvoir nous rejoindre rapidement. Qui sont essentiellement quand même ancrés dans la tech africaine et surtout des hommes de terrain, je vais dire. Donc voilà, donc sans plus tarder, nous allons pouvoir démarrer ce tour de table avec nos speakers et surtout, je vais vous demander du coup à chacun de pouvoir de vous présenter assez rapidement pour vous présenter qui vous êtes, votre start-up, votre activité. Mais également de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer et enfin, quels sont les plus gros challenges, en tout cas, que vous avez rencontrés à vos débuts. Donc, je vais peut-être donner la main à Stéphane dans un premier temps. Merci beaucoup, Rokaya. Merci pour cette invitation de pouvoir venir partager mon expérience aujourd'hui. Mon nom, c'est Stéphane, pour ceux qui ne me connaissent pas, CEO et cofondateur de la plateforme Yellow. Yellow qui est une plateforme d'apprentissage, on va dire, une plateforme de soutien scolaire pour les lycéens. Je vais d'abord commencer par le constat, puis expliquer c'est quoi en réalité Yellow. Le constat a été brutal, on va dire. La majorité des élèves échouent, non pas par manque d'intelligence, mais plus par manque d'accès à un accompagnement personnalisé. Si on prend juste l'échéance du baccalauréat sur 3 candidats qui font le bac, les 2 échouent généralement. Et celui qui réussit, dans la plupart des cas, a la chance d'être dans une bonne famille bien accompagnée ou dans une famille qui ont les moyens de pouvoir lui payer des renforcements de capacité. Donc, dans ce cas de figure, l'éducation devient un luxe. Et c'était un constat qui était alarmant pour nous parce que on s'est dit que tous les élèves devaient avoir les chances de réussite, les mêmes chances de réussite aux examens. Donc, ça a commencé comme ça. De base, Yellow, c'était un podcast éducatif. C'était une application où il n'y avait que le contenu éducatif de la classe terminale en fichier audio. Mais au fur et à mesure du développement et de l'apprentissage au quotidien qu'on a sur la plateforme, aujourd'hui, on est une plateforme beaucoup plus complète qui garantit aux élèves une assimilation simple de leurs cours à travers des principes basés sur les sciences de l'éducation, notamment le micro-learning, l'adaptive learning, la classe inversée. Il y a beaucoup de méthodes de sciences de l'éducation qu'on a intégrées pour permettre aux élèves d'apprendre facilement. Parce qu'aujourd'hui, tout devient facile autour de nous, sauf l'éducation qui reste figée. Merci pour cette première introduction et ça permet en tout cas à nos spectateurs de pouvoir déjà connaître un petit peu qui est Stéphane et qui est surtout Yellow, la plateforme. Je laisse la main du coup à Mohamed est-ce que tu peux te présenter également? Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Mohamed Gay. Je suis beaucoup plus connu sous le pseudonyme de Orbit Turner. À la base, je suis développeur full stack et DevOps. Et tout récemment, ces dernières années, je me suis spécialisé dans tout ce qui est cloud et private cloud. Et donc, je suis le fondateur de Futurize, qui est une startup tech sénégalaise qui conçoit des solutions digitales innovantes allant de l'ERP aux infrastructures cloud pour la plupart des entreprises qui sont là. Donc, ce qui m'a motivé un peu à le lancer, c'est le besoin de construire localement des solutions de qualité mondiale. Parce que on a un peu tout le temps ce motif qui nous est collé, où on dit que la qualité locale n'est pas livrée, ou en tout cas, on n'est pas à la hauteur. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu casser un peu le mythe que l'innovation vient que d'ailleurs. Et j'avais aussi ce besoin personnel de liberté technique et créative, de pouvoir toucher à pas mal de choses.
Et c'est ce qui m'a un peu motivé à de Merci beaucoup. Merci pour cette, on va dire, ce premier tour de table. Du coup, là, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord aborder une première partie où là, on va plutôt se consacrer ou plutôt focus sur la construction d'un produit tech pertinent. Pour vous, en fait, c'est à partir d'une idée simple pour vous, c'est quoi une réponse à un vrai besoin aujourd'hui sur le marché? Est-ce que quand on lance un produit, comment on sait réellement que le produit qu'on lance répond à un réel besoin sur le marché et pas juste une petite idée là qu'on a eue par-ci par-là et qu'on se pense que voilà, qu'on est le nouveau Elon Musk sur le marché, que ça y est, l'idée va cartonner. Qu'est-ce qui fait que réellement on se dit qu'on tient vraiment un besoin sur le marché aujourd'hui? C'est une question qui s'adresse à vous deux, mais voilà, je pense qu'on peut ça, je commencer vais plus laisser Stéphane répondre. OK. Tout d'abord, on va parler du thème. Je l'ai dit tout à l'heure en off, mais je tiens à le dire en on. Comment construire une startup tech réussie? Ouais. Yellow n'est pas encore une startup tech réussie. On ne se considère pas encore comme ainsi, mais on tend vers la réussite. En tout cas, c'est tout ce qu'on veut. On a, aujourd'hui, on peut partager certaines erreurs parce qu'on a eu à en faire beaucoup, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est quoi, on va dire, la question c'était, c'est qu'est-ce qui montre qu'on tient un réel marché? C'est bien cela. Exactement, tout à fait. Ouais. Moi, je pense que ce qui montre qu'on tient réellement un marché, c'est quand on a ce fameux produit market fit dont tout le monde parle. Mais c'est quoi réellement le produit market fit? Quand on a créé un produit et qu'on voit qu'il y a une certaine traction, c'est-à-dire les utilisateurs reviennent, les utilisateurs recommandent, mais en plus de tout ça, les utilisateurs payent. Aujourd'hui, tu peux avoir une certaine traction et ne pas trouver ton client. Dès l'instant que tu n'as pas encore trouvé ton client, pour moi, tu n'as pas encore réellement craqué ton marché. Et c'est cette recherche active de business model viable qui fait que tu as un produit qui répond réellement aux besoins du marché. Effectivement, non, je suis complètement d'accord là-dessus. Et comme tu as dit, effectivement, avoir de l'attraction, c'est une chose, mais derrière, il faut avoir des clients qui payent pour. Donc, parce que, bon, encore une fois, on n'est pas des ONG, c'est pas de la charité non plus. Donc, l'idée, voilà, c'est qu'il faut que ça draine une activité et une traction financière derrière. Donc, ouais. Mohamed, du coup, à ton niveau, qu'est-ce que tu en penses? À quel moment, selon toi, on tient vraiment un produit qui répond à un besoin? Moi, je suis, pour ce point-là, je suis tout à fait d'accord par rapport à Stéphane parce que, bon, aujourd'hui, c'est lui qui a la casquette du CEO. Moi, j'ai un peu la casquette du CTO. Mais moi, je pense qu'un produit, du moment où il est utile, donc en Wolof, on dit amderi, donc du moment où il est utile à des gens et que réellement ce produit part d'un besoin réel et qu'il est en train de être utile à des gens, à une cible bien déterminée, alors là, on a un market fit en quelque sorte. Après, dans les détails, quand on parle en tant qu'administratif, en tant que CEO, etc., il y a beaucoup plus à dire, ça peut aller plus loin, mais je pense que ce que Stéphane a dit résume parfaitement le point. Complètement. Non, je te rejoins là-dessus. D'ailleurs, en parlant du coup de tenir un marché et d'avoir de l'attraction, on va peut-être un peu deep dive sur quelque part vraiment là du coup vos expériences. Et notamment, je vais commencer par toi, Stéphane. Qu'est-ce qui pour toi en tout cas, croyances qui t'ont peut-être freiné au début de Yellow ou en tout cas qui ont été des freins pour toi au lancement de Yellow et que selon toi, tu ferais différemment aujourd'hui? Allô, je t'ai perdu. Allô, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, c'est bon. OK. Orbit aussi. Ah, OK, nice. Les croyances qui nous ont un peu limités au début, c'était de penser qu'on avait forcément besoin de réglementation, d'assurer toute la réglementation avant de commencer. Quand tu fais une startup tech et que tu parles aux gens, généralement, ils vont te dire où est-ce que vous avez pris vos contenus, par exemple.
Est-ce que vous êtes homologué par l'État? Et quand on était en phase d'idéation, avant de lancer le produit, on a été confronté beaucoup à cette question. Et on avait commencé à faire des démarches qui ont pris beaucoup de temps. Et un jour, on s'est dit, gars, vous savez quoi, on va juste prendre des contenus. On va essayer de convaincre certains professeurs pour pouvoir avoir leur contenu. Et les contenus restants, on va essayer de les compléter sur Internet, essayer de compléter. Et au fil du temps, on a pu avoir cette réglementation. Donc, si on avait attendu d'avoir la réglementation si on avait attendu d'avoir ce partenariat, on va dire, avec le ministère de l'Éducation ou une entité de l'État, on allait rester au moins 1 an ou 2 sans lancer notre plateforme à démarcher cela. Donc, c'était quelque chose qui nous a bloqués. Mais généralement, ce qui bloque les entrepreneurs au début de leur projet, c'est de vouloir proposer un produit 100% prêt. Parfait, ouais. C'est ça le plus grand problème de certaines personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans pour autant avoir une formation assez complète. Donc, ils ne comprennent pas cette notion de MVP. J'ai eu accompagné certains entrepreneurs et quand on parlait d'MVP, aujourd'hui, si tu veux faire le MVP d'une voiture, par exemple, on va dire c'est un skateboard, aussi simple que ça. Et l'entrepreneur doit savoir que le produit qu'il fait, il ne devrait pas le faire lui-même. Il doit le faire en collaboration avec ses utilisateurs. Mais le faire en collaboration avec ses utilisateurs ne veut pas dire écouter ce que l'utilisateur dit, parce que l'utilisateur ne sait pas, dans la plupart des cas, ce dont il a besoin. Et ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte au fur et à mesure quand on faisait nos itérations. Des fois, tu peux poser certaines questions à tes utilisateurs, ils te donnent des réponses. Tu prends leurs réponses en compte dans le développement de ta solution. Et après, tu te rends compte qu'ils ont juste dit ça pour te faire plaisir ou ils ont juste donné une réponse, juste pour donner une réponse. Donc, aujourd'hui, la technique, nous, qu'on adopte, c'est de suivre ce que l'utilisateur fait sur notre plateforme au lieu d'écouter ce qu'il nous dit. Donc, c'est beaucoup plus factuel pour moi. Effectivement. Très, très, en tout cas, intéressant comme point de vue. Après, il y a aussi cette croyance que quand on lance comme tu as dit, hein, quand on lance un MVP, on a beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas, ont tout le temps cette impression de se dire, il faut absolument que je fasse un produit parfait, qui réponde à tout point. Et ensuite, là, je vais pouvoir faire cette étape, sauter le pas finalement. Et généralement, je pense que ceux qui, en tout cas, partent de ce postulat-là, finalement, ne se lancent jamais, ou en tout cas, trouvent quelque part des croyances qui vont venir finalement les freiner, ou en tout cas les faire changer d'avis, parce que c'est souvent une crainte de peut-être de se lancer, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté, Mohamed, là-dessus, mais... Est-ce que tu penses que les entrepreneurs qui mettent du temps comme ça à se lancer, à toujours trouver des petites excuses sur non, c'est parce que peut-être le produit n'est pas prêt, parce que je n'ai pas encore la réglementation qui est c'est le problème. C'est le problème qu'on a dans le secteur de la tech généralement, c'est qu'on pense que tout doit être parfait. Et même dans le sens où on dort juste de l'aspect réglementation ou administratif, parfois aussi on fait cette erreur-là dans la technologie, de vouloir faire des choses qui n'ont pas réellement d'impact ou de nécessité actuelle pour une première lancée du produit. Donc, souvent, on se retrouve à faire ce qu'on appelle de l'over-engineering, de développer des fonctionnalités dont personne n'a besoin et de finalement faire un produit qu'on va soit imposer aux gens ou bien faire un produit qui ne colle pas avec réellement le besoin du terrain. Et nous, ça nous est arrivé et de temps en temps, ça peut nous arriver. C'est pour ça qu'il c'est bien d'être plusieurs dans une équipe. Mais maintenant, on prône le build fast, iterate faster, mais pas n'importe comment. On met en place une certaine hiérarchie, une certaine architecture et une certaine manière d'administration qui nous permet d'aller un peu plus vite et voilà, trouver le juste milieu entre aller vite et répondre à un besoin réel.
Parce que c'est un problème que la plupart des startups ont ici. Ou bien ce fait de se dire, bon, je vais pas lancer mon idée ou je vais pas faire ce produit parce que je vais attendre un certain financement. Donc ça, c'est souvent ce qu'on retrouve chez les entrepreneurs. Ils se retrouvent à ne pas vouloir peut-être s'investir tant qu'ils n'ont pas de financement. Et je suis désolé, mais dans le monde où on est, tu ne peux pas investir de l'argent dans quelque chose que tu ne vois pas, qui n'a pas d'impact réel, avec le minimum peut-être de personnes, faire tester avec des gens qui en ont besoin et voir sur le retour ou sur l'analyse de leur comportement sur l'application et ensuite continuer à faire grandir un produit. Mais ça ne doit pas être unilatéral. Exactement. Et d'ailleurs, normalement, quand même, en tant qu'entrepreneur, on doit être les premiers à croire en notre produit et donc à investir dedans. Donc, forcément, on ne doit pas forcément toujours attendre d'avoir le financement pour pouvoir se lancer finalement. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, Mohamed, j'ai quand même une petite question pour toi par rapport à ce que toi, tu as vécu et peut-être les entrepreneurs aussi que tu as pu voir ou accompagner. Quelles sont pour toi les erreurs techniques, en tout cas, que tu as pu voir chez les startups qui ont démarré en produit tech aujourd'hui sur le marché? Alors, bizarrement, on retrouve tout le temps, même souvent sur de grosses startups, on retrouve les mêmes erreurs qui sont le fait de partir sur des tech stacks à la mode, sans penser à la maintenance ou à la montée en charge, etc. Et sans penser un peu à la taille de l'équipe qu'ils ont actuellement. C'est-à-dire que la plupart des startups vont se dire, OK, je vais faire un produit, je vais faire un produit yellow, c'est cool. Et ils vont aller copier ce que fait un certain Google ou un certain Facebook, qui lui gère déjà des millions ou des milliards d'utilisateurs. Donc c'est pas la même chose. Et parfois aussi le fait de trop tôt aller vers quelque chose, une complexité inutile qu'on n'a pas besoin, ou un surdimensionnement et la négligence de la sécurité. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent que bon, vu qu'on va aller vite, ils négligent tout ce qui est l'aspect sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui, en dehors même de la plateforme, peut porter atteinte à l'image même de la société. Aujourd'hui, une société ou une startup qui est en voie d'expansion et qui, d'un jour ou l'autre, reçoit un article où on parle de failles de sécurité graves sur sa plateforme, c'est très néfaste pour l'image de la société. Il y a aussi le fait que, bon, dans le sens où on va très vite, on a une absence d'observabilité. Donc, vu qu'on veut aller vite, on n'a pas souvent de métriques, on avance en mode boîte noire. Donc, on ne sait pas ce que font les utilisateurs. Souvent, quand il y a un bug ou quelque chose qui se passe, c'est parce que l'utilisateur vous a remonté le bug. Mais réellement, nous, pour aller vite, on ne teste rien, on ne regarde rien, on n'a pas de log ni de métriques. Et souvent, on se dit que c'est des choses qu'on met en fin de produit, mais c'est des choses qui ne coûtent rien à mettre en plus de développement d'un produit. Et ça, c'est souvent les choses que je trouve dans les startups que j'ai eu à accompagner ou découvrir. Okay. Et est-ce que c'est pas lié au fait aussi que peut-être certains fondateurs qui sont peut-être généralement qui n'ont pas de background technique n'ont pas forcément le réflexe d'avoir peut-être de penser notamment à la partie sécurité ou autre. Est-ce que c'est pas le fait aussi qu'ils n'aient pas de background technique qui justifie, en tout cas qui excuse finalement le fait qu'il n'y ait pas ces éléments-là présents auxquels ils ne pensent pas. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais bien quand même que toi, à ton niveau, tu puisses me dire quand même, selon toi, quelles seraient finalement du coup les compétences finalement qu'un founder devrait avoir à minima, en tout cas s'il veut lancer un produit tech aujourd'hui. Alors, on peut être founder d'un produit tech sans pour autant être comment dire, être trop technique. Ouais, ok. Mais dans ce cas-là, il faut avoir l'oreille attentive pour écouter en tout cas, tes collaborateurs dans le technique ont à dire. Parce que bien souvent, oui, quand une startup démarre, c'est souvent un certain Stéphane et un certain Orbit qui vont se mettre dans une pièce, qui vont vouloir build un truc, ça va très vite. Mais
à un moment donné, quand il faut se poser et avoir une certaine organisation, se dire quelles sont les choses qui sont critiques, faire de la recherche, parce que aujourd'hui, en tant que founder, souvent on va avec juste le bagage technique qu'on a. On va juste avec le bagage technique qu'on a. Et on ne prend pas souvent le temps de peut-être regarder d'autres compétences ou faire des veilles technologiques qui vont nous permettre d'améliorer le produit qu'on est en train de build. Donc, souvent, il faut juste peut-être aller faire de la recherche, trouver des collaborateurs qui ont cette compétence-là, que tu peux amener ou trouver une manière de faire. Bon, actuellement, dans le monde où on est avec l'intelligence artificielle, on peut vite trouver ce dont on manque. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Tout à fait, effectivement. En gros, il faut s'entourer, quoi. On n'a pas forcément les compétences techniques, mais il va falloir s'entourer avec une équipe qui, elle, va pouvoir pallier à ça, quoi. Bonjour, Mafal. Bonjour. Bonsoir, Mafal. Bonsoir, désolé pour le retard, j'ai eu beaucoup de mal pour me connecter. Pas de souci, pas de souci. Bah, du coup, tu as pris le train en marche et je pense que tu es arrivé au bon moment d'ailleurs. Parce que du coup, je posais la question de savoir quelles seraient en tout cas les compétences qu'un founder devrait peut-être avoir lorsqu'il lance une solution tech sur le marché. Je pense que tu es plutôt bien placé peut-être pour pouvoir nous répondre là-dessus aussi. Donc, peut-être te présenter peut-être pour nos spectateurs dans un peu de temps. Excuse-moi, je suis désolé. Allô, je t'entends difficilement. Tu m'entends? Oui. Allô, je suis la seule ou... Allô, Mafal, tu nous entends? Allô? Oui, moi je vous entends. Hein. Ok. Donc, du coup, je ne sais pas si tu as entendu ma question. Je disais peut-être, vu que tu as pris le train en marche, ce serait bien peut-être de te présenter rapidement et de jump sur la question, parce que je posais la question de savoir, selon vous, bah, du coup, quelles seraient les compétences, en tout cas, qu'un founder devrait avoir pour lancer une solution tech sur le marché africain aujourd'hui. Ok, merci. Donc, moi, je m'appelle Mafal. Je suis serial entrepreneur et fondateur de PitchPalab, qui est un accélérateur d'entreprises qui aide les entreprises de l'idée à la première levée de fonds. On accompagne les gens de la pré-incubation jusqu'à l'accélération. Alors, créer une entreprise tech, c'est comme créer une entreprise, en fait. Et je ne pense pas que la tech soit l'enjeu. C'est d'abord la validation du marché. C'est vraiment la première raison pour laquelle une entreprise va mourir. Et en particulier pour les entreprises tech, elles dépensent beaucoup d'argent sur des produits qui ne vont probablement pas rencontrer leur marché. Donc pour moi, entreprise tech ou pour entreprise tech, il faut d'abord trouver son marché. C'est vraiment quelque chose d'ultra fondamental. Et il n'y a pas 10 000 manières de savoir si on a trouvé un marché. Il faut avoir des clients. Et je le dis tout le temps, tu peux être une entreprise tech, avoir des clients et ne pas encore avoir ta tech. Et on parle des fameuses landing pages de prototypage, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai testé, retesté. Et en tout cas, c'est faisable. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une bonne équipe, surtout pour la tech. Parce que finalement, quand on vend de la tech, quand on ne vend pas du service, on vend de la tech, il faut vendre sa proposition de valeur, mais après, il faut la construire. Et plus tu la construis vite, plus tu itères vite, et meilleur tu es en fait. Voilà, plus tu te donnes des chances de pivoter, de rencontrer ton marché. Et la troisième chose, c'est qu'il faut être très économe avec le cash. C'est-à-dire, quelle que soit la plateforme que tu fais, il faut apprendre à dépenser très peu d'argent en ayant beaucoup de clients. C'est vrai. C'est vraiment
le premier truc, et je le dis en tant qu'ingénieur de formation, voilà, en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que quelqu'un qui a beaucoup accompagné d'entreprises tech qui ont du mal à trouver leur modèle économique et pourtant qui ont de super produits, quoi. Exactement. En tout cas, ce retour d'expérience est très intéressant. Donc, du coup, moi, ce que je comprends là aujourd'hui, c'est qu'en gros, il faut bien s'entourer, parce que Mohamed aussi a soulevé ce sujet. Stéphane, quel est ton avis là-dessus, toi? Je suis parfaitement aligné avec eux, parfaitement aligné avec ce qu'ils ont dit, parce qu'en gros, si je peux résumer ce qu'ils ont dit en 2 points, en 3 points, ce serait ne pas tomber amoureux de son produit, ne pas tomber amoureux de sa solution. Généralement, les entrepreneurs, au lieu de régler le problème, ils apportent une solution. C'est-à-dire sans pour autant même réellement deep dive sur le problème en question de leurs clients. La deuxième chose, c'est essayer d'avancer vite. Essayer d'avancer vite, c'est quoi? C'est de ne pas prendre de temps, de ne pas prendre beaucoup de temps pour faire des choix. C'est avancer vite. Et comme Mafal l'a dit, et Mohamed aussi, avoir une bonne équipe, je pense que c'est la clé. Bien s'entourer des personnes qui maîtrisent réellement ce qu'ils font et qui comprennent c'est quoi une dynamique de start-up, qui comprennent l'urgence et sont dévoués et déterminés à atteindre avec toi les objectifs qui sont fixés. Se concentrer aussi sur les KPI importants. Parce qu'on peut faire l'erreur de se concentrer sur des choses qui ne sont pas réellement importantes. C'est des choses qui nous ont arrivées au début de notre activité. On voulait réellement être, on va dire, l'application mobile la plus utilisée. Alors que, en avançant, on s'est rendu compte que la recherche de business model viable était la chose la plus importante. Donc, il fallait se concentrer sur d'autres KPI beaucoup plus importants. Tout à fait. Effectivement. Non, ben, vous avez tout résumé, en tout cas, sur cette première partie-là. Effectivement, quand on parle de produit, en tout cas, quand on a trouvé le bon produit, une fois qu'on l'a trouvé, on l'a identifié, en tout cas, et qu'on a un bon product market fit, la question, c'est il va falloir le faire grandir maintenant. La question que je vais peut-être vous poser, c'est à quel moment, du coup, il faut penser à scaler son produit? C'est une question qui est plutôt ouverte, donc je ne sais pas, le premier qui... Bon, Mafal, comme tu es arrivé récemment, je te laisse l'honneur de pouvoir peut-être introduire cette question. Moi, je pense que j'ai écouté un gars qui s'appelle Raoul Van il n'y a pas longtemps, et beaucoup de product owners, et finalement, tu dois scaler ton produit quand tu es sûr d'avoir l'adéquation produit-marché. Donc, ce qu'on appelle en anglais le product market fit. Mais le grand problème de ça, c'est comment le mesurer. Donc, il y a plein de manières de le dire. Mais aujourd'hui, moi, je dirais 2 choses. C'est quand ton produit il est capable de créer d'attirer de manière systémique de nouveaux utilisateurs. C'est-à-dire que tu as une croissance qui est stable, donc elle ne fait pas des pics, elle n'est pas due à ton achat payant. Elle n'est pas cyclique, c'est-à-dire que tous les mois, tu as 100, 200, 300, 400 nouveaux users et que cette base-là ne fait qu'augmenter. Ça valide que ta proposition de valeur attire de nouveaux clients et résonne chez eux. Et ensuite, la deuxième chose, c'est la rétention. C'est-à-dire que surtout sur les produits tech, si ton truc il n'est pas utilisé tous les jours, voire toutes les heures, voire toutes les minutes, voire toutes les secondes, à mon avis, tu dois régler ce problème-là avant de passer ton outil à l'échelle. Parce que la tech, en général, elle vient régler des problèmes qui sont très fréquents dans notre quotidien. Elle ne vient pas régler des problèmes comme l'électricité où tu viens payer ça 1 fois par mois, 2 fois par mois, 1 fois par trimestre. Donc, en particulier pour la tech, si tu ne vois pas de rétention et que les gens ne créent pas d'habitude avec ton produit, à mon avis, il ne faut pas le scaler, il faut essayer de comprendre qui sont les users qui vont utiliser ta plateforme, l'adopter comme un usage dans leur quotidien, et je dirais au minimum 1 fois par semaine. Vraiment au minimum 1 fois par semaine. Belle réponse. Et quand tu as ces conditions-là, tu peux tester.
Mohamed, du coup, à ton échelle, est-ce que tu penses que quel est pour toi, en tout cas, le bon timing pour scaler son produit, notamment sur le volet technique? Bon, alors techniquement, pas dès le jour 1, ça c'est sûr. Et c'est ce qui arrive souvent. Hein. Je vois dans les commentaires des gens qui en parlent, mais voilà, c'est la scalabilité d'un produit, elle doit strictement dépendre de la taille de marché qu'on a, en tout cas de la base utilisateur, du flux, du nombre d'utilisateurs qu'on a, avec bien sûr de la marge pouvant permettre d'anticiper un certain un potentiel montée en charge. Parce qu'aujourd'hui, comme tout à l'heure, on en parlait avec Stéphane, si tu n'as pas les habitudes, si tu n'as pas une bonne visibilité et de l'observabilité dans ton système, si tu n'as pas d'études comportementales pour savoir tout ce qui se passe, comment se comportent tes utilisateurs, etc., tu ne pourras pas anticiper aujourd'hui une montée en charge brusque. Bien sûr, aujourd'hui, il peut arriver qu'à cause peut-être d'une publication externe, de quelqu'un qui parle de ton produit à la télé, que tu reçoives une charge 10 000 fois plus élevée que d'habitude. Donc ça, c'est des choses normales. Mais dans ce cas-là, tu devrais, même si dès le jour 1, tu n'as pas pensé à la scalabilité, si tu avais mis en place une certaine architecture modulaire, une certaine technicité qui te permet d'anticiper ce genre de choses-là et de faire des tests de montée en charge, tu ne pourras pas, ton application va tomber dès que tu auras une charge très élevée. Et donc, il faut tout le temps auditer l'architecture, prévoir des mécanismes de montée en charge, que ce soit côté base de données, cache, etc. Techniquement, bon, si on veut deep dive dans le technique, je pense qu'on n'en finira pas, mais il faut prévoir un peu de la marge et faire des tests de montée en charge sans pour autant complexifier inutilement le produit qu'on est en train de développer. Donc, c'est ça. C'est bien. Et toi, du coup, Stéphane, à ton niveau, bon, aujourd'hui, peut-être que Yellow, je ne sais pas s'ils sont prêts à scaler, mais est-ce que pour toi, quel est le bon moment, en tout cas, pour scaler le produit? J'aimerais juste revenir sur un détail qui est très important, parce que certains entrepreneurs, ils ont du mal à se positionner. Ils ne savent pas réellement si c'est des startups ou c'est des PME. Ça, je pense que c'est la première différenciation à faire, et savoir dans quel secteur tu es réellement, ce que tu fais. Parce qu'une startup ne recherche pas forcément de la rentabilité. On ne recherche pas cela. Je pense qu'une startup a deux maîtres mots, c'est la croissance et la scalabilité. Avant de parler de scalabilité, il faut d'abord suivre ta croissance. Est-ce que tu as une croissance qui est assez pérenne? Première chose, il y a des métriques aussi que tu dois prendre en compte, parce que la scalabilité, c'est, on va dire, c'est un peu comme une duplication, c'est-à-dire tu es dans un marché niche que tu as déjà exploité et tu peux identifier le même marché dans un autre pays, par exemple, et pouvoir développer ta solution là-bas. Donc, pour cela, il faut au moins connaître certaines de tes métriques, c'est-à-dire combien ça te coûte pour avoir un client, par exemple. Un client, si tu l'as, combien de temps il va faire avec toi, combien de temps il va te payer ta lifetime value. C'est des éléments que tu dois prendre en compte pour ne pas mourir de ta croissance, parce que tu peux bel et bien craquer un modèle dans un marché bien défini et penser que tu as ton produit market fit et rapidement vouloir croître rapidement. Et cette croissance tue des startups. Donc, pour moi, c'est de faire attention à comment on évolue et à avoir des informations clés de ta startup avant de penser à évoluer. Et en plus de ça, on parle de rétention, certes, mais généralement, quand on nous donne des conseils par rapport à certains metrics, on ne nous donne pas les taux, on va dire, les taux qu'on doit atteindre par rapport à nos secteurs spécifiques. Je donne un exemple clair. Si on prend l'exemple de la FinTech, aujourd'hui, une FinTech qui a un taux de rétention de moins de 30%, il y a quand même un problème. Parce que
la fintech, c'est des solutions de finance et généralement, les gens peuvent l'utiliser chaque jour si ta solution elle est réellement opérationnelle. La différence avec l'EdTech, les gens n'étudient pas chaque jour. Par exemple, si je prends l'exemple de l'EdTech, et aujourd'hui, si tu as une croissance de 40%, par exemple, en EdTech, c'est une très bonne croissance qui dépasse largement la moyenne ici en Afrique, ou même la moyenne mondiale, on va dire. Donc, pour moi, le plus important, c'est de savoir ce qu'on fait réellement, de savoir dans quel secteur d'activité nous sommes, maîtriser ce secteur et suivre les KPI importants pour pouvoir croître sereinement et assurer aussi sa scalabilité. Ok. Donc, du coup, là, moi, les maîtres mots que je retiens là-dessus, c'est on parle de rétention, mais surtout, donc, allier à la fois donc, rétention côté business, mais surtout la scalabilité aussi de son produit techniquement parlant. Donc, notamment prendre en considération la montée en charge, notamment pour pouvoir scaler, on va dire, sereinement. Si je résume bien, en tout cas, ce qui a été dit à ce niveau-là, quoi. Je suis d'accord, mais tu as oublié un mot important, la croissance. Oui, effectivement. Oui, après, effectivement, la croissance, dès qu'on parle de scalabilité, quand même, s'il n'y a pas de croissance, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Mais effectivement, tu as bien raison de le rappeler. D'ailleurs, en parlant j'ai vu quand même quelques questions dans le chat. Une question notamment qui était plutôt intéressante, que la personne posait la question de savoir comment faire pour choisir du coup les associés. Notamment quand on est un profil non tech, comment choisir ses associés lorsqu'on crée une boîte. Quel conseil, en tout cas, pourrez-vous donner? Je crois qu'il me semble que c'est Mohamedou. Pardon, je ne retrouve pas la question, j'ai juste gardé en tête. Mais je l'ai vu passer, en tout cas. Donc, voilà, je me permets de la poser ici. Quel conseil vous pourrez donner à cette personne pour bien choisir ses associés? Je prends la question. Ouais, vas-y, Stéphane. Ok. Moi, j'ai un associé. J'ai deux associés même dans Yellow qui m'ont énormément apporté. Je pense que sans eux, j'aurais pas pu évoluer à ce point. Donc, l'association est très importante. Maintenant, comment notre association s'est faite peut ne pas forcément être une leçon universelle que tout le monde doit adopter. Mais ce que j'ai appris de notre expérience, c'est que quand tu essaies de trouver un associé, ce serait bien de commencer à faire des choses ensemble d'abord avant de se lancer dans une entreprise. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu as un profil tech, naturellement, tu te dis que tu as besoin d'un profil soit finance, business, avec qui tu vas t'allier pour avoir beaucoup plus de chances de réussite de votre startup. Mais il y a des profils qui ne matchent pas côté comportement. Les gens sont différents, tu vois. Et une association, pour une startup, si ça réussit, c'est au moins quelque chose comme une décennie. Une décennie que tu vas passer avec une personne avec qui tu vas énormément brainstormer, réfléchir. Il y aura des tensions, il y aura énormément de disputes, il y aura des disputes. Vous allez vous réconcilier. Il faut que vous puissiez aller au-delà de ça. Donc, si ce n'est pas une personne qui match naturellement. Pour moi, ça doit être un match naturel. Donc, pour pouvoir vérifier si la personne peut être un bon associé ou pas, pour moi, vous devriez déjà commencer par faire quelque chose ensemble. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être voyager, ça peut être travailler sur un projet, sur juste un projet, et essayer de voir chacun sa façon de travailler, sa façon de résoudre des problèmes, sa façon de voir comment la personne gère le stress en face des situations assez complexes pour pouvoir être complémentaire à lui, pouvoir l'aider, pouvoir avoir une association assez pérenne. Okay. Effectivement, c'est plutôt intéressant d'avoir ce point de vue-là. Mafal, à ton niveau, quelles sont pour toi on va dire la méthode, ou en tout cas comment choisir ses associés et sur quels critères? Allô?
Allô, tu nous entends? La question était pour moi. Oui, elle était pour toi. Je posais la question de savoir quels sont pour toi les critères pour pouvoir bien choisir ses associés. Moi, je pense qu'il a donné une super réponse, Stéphane. Et je pense qu'il a mieux fait que moi dans ce sujet-là. Je pense qu'il a une super équipe, ce qu'ils exécutent très bien avec Yellow. Je dirais par contre ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être c'est une autre manière de répondre. Aussi, effectivement. Moi, ce que je vois, c'est que les projets qu'on monte avec des potes de classe, où on a eu l'idée ensemble et chacun veut avoir un ownership, ça, en général, c'est voué à l'échec. Ça ne marche pas. C'est très rare. Moi, j'en ai vu un qui a marché, c'est Paydunia, je crois. Je crois. Mais ça, c'est très rare. Et je pense que, comme il a dit Stéphane, il faut éprouver les relations pour trouver son bon associé. Et il a dit l'argent, le voyage, la cohabitation, habiter dans un même endroit. Ce sont des bons tests. D'ailleurs, c'est un hadith du prophète. Donc ça, c'est une première chose. Ne faites pas ça. Ne prenez pas des gens qui ont forcément les mêmes compétences que vous. C'est inutile, à mon avis. Voilà, il faut que ce soit complémentaire. Et je dis toujours le plus important, prenez des gens qui sont capables de régler les problèmes de vos clients. Pour moi, c'est ça la clé. Le discriminant, c'est lui. Est-ce qu'il va il va aider à régler les problèmes de mes clients? Et si vous pensez qu'il le peut, je pense que c'est un prérequis. Après, vous passez par les autres filtres de la compatibilité et de l'expertise. Donc voilà. Mais moi, en général, j'aime m'entourer de gens qui sont bien meilleurs que moi dans ce pourquoi on va travailler ensemble. Ok, très bien. Et est-ce que, par exemple, le fait, par exemple, d'avoir des associés qui sont pas du tout de background tech, est-ce que ça peut être on va dire un no-go si les deux, par exemple, par exemple, l'autre du marketing, bon, je suis désolée pour les marketeurs, hein, mais marketing et je sais pas moi, data analyst, par exemple, et qui veulent monter un produit tech. Bon, là, c'est vraiment des exemples comme ça, un peu... c'est dur. Ça peut être... C'est dur. Moi, j'ai essayé. Mais quand on veut de la tech, au bout d'un moment, on a besoin de quelqu'un qui est un crack dans la tech, quoi. Tu vois, ça tient au début. Ouais. Et quand ça tient, je ne pense pas que la personne que tu veux qu'il soit ton associé, il faut qu'il soit vraiment, vraiment solide. Donc, soit tu as deux personnes qui sont des techos, mais il y en a un qui va aller apprendre le marketing, et l'autre qui va rester un geek. Mais les expériences où on n'a pas une équipe solide, très solide sur les piliers, une expertise métier très très solide, une expertise technique très très solide, ça va poser des problèmes d'exécution et ça va impacter ce qu'on appelle le coût de l'itération. Ça va coûter trop cher de faire des nouvelles versions et du coup une startup elle doit aller vite. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de doute sur le profil où on fait de la tech et on n'a pas de la tech. Maintenant, il y a des nouveaux outils là, de no-code, qui sont très efficaces avec l'IA. Mais je pense que c'est bien pour les parties de prototypage. Mais quand tu vas vouloir avoir tes premières tractions, tu vas de toute façon avoir besoin de quelqu'un de solide pour le moment, quoi. Après, je sais pas comment l'IA va évoluer. Mais tu peux commencer sans. Mais à un moment, il faut quelqu'un qui est très fort, quoi, pour avancer, à mon avis. Ok. Très bien. Et de ton côté, Mohamed, est-ce que pour toi, c'est un no-go le fait d'avoir des associés qui sont absolument pas, qui n'ont pas de profil technique initialement? Alors, tout dépend des compétences de ces associés et de ce qu'on veut construire ensemble. Parce que la tech, ouais, c'est de la tech, une startup tech, il y a beaucoup de tech, mais c'est pas que de la tech. Il y a de l'administratif, il y a de la finance, il y a de l'étude client, etc., qui vont faire qu'on a besoin d'une panoplie de compétences. Maintenant, dans tous les cas, il faudra, quand on veut faire une startup tech, il faudra des associés tech ou bien des collaborateurs qui sont très calés sur le sujet et qui savent, en tout cas, quand tu fais
une startup ou que tu fais une équipe et que tu sens que tu es le plus intelligent de la pièce, ça veut dire que tu as un problème d'effectif. Okay. Ça veut dire que, franchement, ce produit ou cette équipe est vouée à l'échec. Donc, il faut des gens qui savent de quoi ils parlent, qui peuvent résoudre, comme l'a dit Mafal, des problèmes du client et qui sont autonomes, qui sont capables de, avec ou sans toi, faire marcher la technologie. Donc, pour répondre à, je crois que c'est Mohamedou, du coup, ouais, parce qu'il a été pingé. Voilà, il y a quelques retours là-dessus. Donc, on peut être plusieurs associés, mais voilà, il faut à un moment donné quand même que la compétence technique soit en tout cas, fasse partie de l'équipe d'une manière ou d'une autre, que ce soit parmi les collaborateurs ou les founders, pour en tout cas assurer une bonne continuité de la boîte, quoi. Je vais peut-être prendre d'autres questions. Je pense que ça va plutôt s'adresser à Mohamed. Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir si est-ce que c'est possible de plutôt builder un MVP en no-code et est-ce que c'est viable sur du long terme. De savoir, désolé. De build un MVP en no-code. Ouais, franchement, moi, du moment où moi, ce que j'aime pas, c'est ne pas agir. Du moment où tu as un outil, parce que peu importe hein, la technologie, c'est juste comme un crayon dans la main d'un architecte. Ça permet de matérialiser une idée et de faire comprendre le problème, en tout cas, qu'on veut régler et d'essayer de trouver des gens qui sont intéressés par ça. Après, oui, du moment où on passe maintenant à l'échelle où on a commencé à trouver ces utilisateurs, etc., il faudra switcher vers quelque chose de beaucoup plus contrôlé, de beaucoup plus maîtrisé et qui vont permettre d'assurer une certaine évolutivité et une certaine scalabilité du produit. Mais build tout un produit en dehors de, après la phase d'MVP, avec des outils no-code, je ne pense pas que ce soit viable parce que, bon, je connais, en tout cas, à mon échelle, je ne connais pas d'outils ou de start-up à l'échelle internationale qui ont fait qui ont fait le produit que sur du no-code. Okay. Ce serait très difficile. Okay. En gros, c'est un bon démarrage, mais après, il va falloir... Ça tient pas, pour le moment, ça ne tient pas pour un produit en tant que tel d'une startup qui est censé répondre à des besoins de clients très spécifiques, etc. Ça ne va pas tenir. Okay. On va prendre une dernière question. Je crois que c'est Aliou Niang qui a posé la question. Il dit comment rester motivé face aux premiers échecs ou au manque de traction. Mafal, peut-être. Il pose la question de savoir comment rester motivé malgré les premiers échecs. Allô? Oui. Allô? Tu nous entends? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je ne sais pas si tu as entendu la question du coup. Parce que moi, je ne vous entends pas très bien. Ah mince. Ouais, c'est vrai que après, avoir une meilleure qualité de réseau. Ouais, je crois que le réseau, il n'est pas ouf. En attendant, j'ai posé la question aux autres. Du coup, pour vous, qu'est-ce que vous a gardé motivé durant les premiers échecs, en tout cas? Pour moi, je pense que le courage, c'est je ne sais même pas si c'est une compétence ou pas, mais c'est la compétence qu'on devrait développer quand on est un entrepreneur. On parle de résilience, mais être courageux te permettra tout le temps de te dire qu'il y a forcément une possibilité que ça marche et de trouver les moyens pour que ça marche. Aujourd'hui, si tu n'as pas une bonne traction, c'est que tu es juste confronté à la réalité. Et si tu as développé un produit et que les clients, tes potentiels clients à qui tu pensais, ne réagissent pas positivement au produit, c'est que tu as tort. Il faut juste accepter que tu as souvent tort dans l'entrepreneuriat et itérer rapidement, changer. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit au début, mais
c'est quelque chose qui est tellement important et on n'en parle pas très souvent, l'itération, parce qu'on on n'a pas raison quand on crée notre solution. On crée notre solution pour une cible bien déterminée. On crée la solution pour le client. Si toi aujourd'hui tu passes, on va dire une année ou deux à développer une solution, après 2 ans de développement, tu lances ta solution et que les gens ne veulent pas de la solution, ça fait mal et ça peut faire plus mal même qu'un gourmand. Donc, c'est à éviter. On parlait des outils no-code. Les outils no-code, comme Orbit Mohamed, comme il l'a expliqué, aujourd'hui, c'est un excellent moyen de pouvoir tester son idée. Tu peux utiliser les outils no-code pour pouvoir tester et parler avec les clients. Parce que le client, en général, quand tu lui parles d'un produit qui n'existe pas encore, donc lui, il a juste son imagination pour voir le produit. Est-ce que tu vois? Et ce serait difficile de convaincre quelqu'un seulement avec son imagination. Donc, si tu viens avec un outil no-code qui a les premiers features, qui montre les fonctionnalités, le client, il pourrait s'attacher et comprendre comment l'outil peut régler son problème. Donc, tu peux utiliser les outils no-code pour un début. Et si tu essaies de proposer quelque chose et tu vois que le client ne l'adopte pas facilement, tu n'as pas besoin de te frustrer. Il faut juste comprendre que tu as eu tort et essayer de rentrer encore en cage et essayer de réfléchir sur ce que tu dois proposer au client pour pouvoir régler son problème. Okay, super. En tout cas, merci pour ce conseil. D'ailleurs, en parlant de conseils, on arrive vers la fin, en tout cas, de ce webinaire. Et je vais peut-être vous demander de peut-être donner un dernier mot ou un dernier conseil, en tout cas pour celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui souhaitent lancer leur startup tech. Quel conseil vous pourrez leur donner aujourd'hui? Pour moi, ce serait très prétentieux de donner des conseils parce que je suis encore personne pour donner des conseils. Je vais. Tu as déjà un parcours, donc quelque part, pour ceux qui n'ont encore rien commencé, ça sera déjà une bille en tout cas, que tu leur mets entre les mains qui va leur faciliter peut-être bien des choses par la suite. Ok. Je vais dire, si tu commences à avoir une équipe, et que vous soyez nombreux à réfléchir ensemble sur un projet, des fois, tu peux être confronté à une situation où tu prends une décision, mais ce n'est pas une décision partagée. Mais une bonne décision n'est pas forcément toujours une décision partagée. Ça, faut le prendre en compte. Et quand tu développes un projet qui commence à prendre ses fruits, tout le monde te donne des conseils. Tout le monde. Et c'est à toi d'être conscient et d'être aligné sur ta vision et de où est-ce que tu veux aller et de comprendre qu'à the end of the day, c'est à toi de prendre la décision finale. Ça peut être simple comme ça, mais c'est très compliqué des fois. Tu peux être confronté à des situations où tu peux prendre 3-4 décisions à la fois. Mais je pense qu'un entrepreneur, c'est dans ce cas de figure qui ressemble un peu à un président parce qu'on va le juger sur sa capacité à prendre des décisions et rapidement. Donc, si j'ai un conseil à donner, je pense que ce serait ça, ce partage de savoir que des fois, une bonne décision n'est pas forcément partagée. Ok, très bien. Mafal, peut-être un dernier mot sur le conseil que tu donnerais à nos entrepreneurs, en tout cas, qui souhaitent se lancer. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Ton micro, Mafal? Ouais, je pense que ton micro... Si, il est ouvert pourtant, son micro. Foog naa Mafal fu mu nekk est-ce que Sénégal nga nekk fi mu ne nii parce que vraiment sa réseau bi moom. Mafal kay génn na réew mi bu yàgg. Quelle est sa solution dans un autre environnement? En attendant, on va peut-être passer à Mohamed. Du coup, Mohamed, quel est ton dernier conseil en attendant que Mafal ait un bon réseau? Moi, je ne suis pas dans cette position de pouvoir donner, comme je le dis à Stéphane, hein, parce que je galère toujours, j'ai toujours des échecs. Peut-être avec les échecs que j'ai, je peux
j'ai pu tirer un peu de l'expérience sur certains choix que j'ai eu à faire. Et ça commence par la capacité à prioriser. Donc, il faut savoir dire, quand on est, comme il l'a dit, quand on est un peu souvent fondateur ou entrepreneur, surtout quand on est entrepreneur tech, on a ce truc-là de vouloir tout le temps des fonctionnalités hyper cool qui ne sont pas urgentes ou qui n'apportent pas de la valeur. Et souvent, c'est le problème. On va s'enfermer, développer des choses dont personne n'a besoin, essayer de résoudre un mal qui n'apporte pas de valeur, en tout cas, à l'entreprise. Ensuite, il y a le fait que il faut comprendre très tôt que aller vite, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Il faut investir dans une vraie équipe et ne pas s'attendre à ce que tout soit parfait. Du moment où on commence à déléguer, souvent en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur ou founder, on a du mal à déléguer et à se reposer sur les autres. Mais il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est plus du soft skills que même des techniques. Il faut savoir en tant qu'humain que les choses n'ont pas besoin d'être parfaites. Et du moment où on va se poser sur un autre, ça ne va pas être parfait par rapport à notre vision. Mais ça permettra d'aller plus vite et d'économiser du temps que tu pourras investir autre part. Et aller trop vite et faire du n'importe quoi, ça amène qu'à un moment donné, tu vas commencer à perdre du temps, plus de temps à patcher des choses qu'à innover. Et c'est là où il faut savoir qu'une tête technique mal gérée, ça devient vite un mur. Et une vraie équipe tech, même réduite, permet de structurer l'évolution et la qualité d'un produit. Merci en tout cas pour ce retour d'expérience, parce que malgré tout, tu dis des échecs, mais c'est à travers ces échecs qu'on apprend pas mal de choses en tout cas. Donc, je pense que ce sera bénéfique pour toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je suis heureux d'avoir eu ces échecs-là et de continuer à échouer. Mais il ne faut jamais lâcher prise. Rokhaya, il faut comprendre que c'est l'humilité qui parle. Il a aussi de très grandes réussites. Hein. Je n'en doute même pas. Je n'en doute même pas. Non, il faut être très, très humble en entrepreneuriat. Il faut être très humble. En tout cas, au niveau personnel, souvent se challenger. Mais oui, on essaie. Parfait. Du coup, Mafal, on te laisse peut-être le dernier mot sur le dernier conseil que tu peux donner aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui veulent se lancer. Tu nous entends? Je pense qu'il a un problème de réseau. Ouais, je crois qu'il a un problème de réseau. Bon, j'aurais aimé que tu puisses vraiment donner un dernier conseil aux spectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Bon, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, n'hésitez pas à suivre nos différents speakers dans leur aventure dans lequel, en tout cas, je sais que vous allez pouvoir bénéficier de beaucoup de conseils et beaucoup de partage d'expérience. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est de se dire, on partage un peu les retours d'expérience de ces personnes qui ont sûrement réussi certaines choses, mais ont aussi beaucoup échoué sur pas mal de choses. Et l'idée ici était d'apprendre de ces erreurs-là, du coup, pour vous faciliter quelque part, votre entrée dans le milieu des startups. Et pourquoi pas, vous souhaitez en tout cas de devenir sûrement les prochaines licornes africaines. En tout cas, je vous le souhaite. Je le souhaite aussi à Yellow et à tous les entrepreneurs, en tout cas, qui bossent dur pour ça. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci Stéphane, merci Mohamed. Merci Rokhaya. Merci. Merci Mafal, même si ton réseau n'était pas top, mais merci d'avoir été là en tout cas et d'avoir partagé ton expérience avec nous ce soir. Je vous remercie et n'hésitez pas en tout cas à suivre Tech Afrique, puisqu'on fait régulièrement des webinaires aussi sur ces différents sujets-là. Donc j'espère en tout cas que ça a été bénéfique pour vous ce soir et je vous dis à très très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.